Lorsqu'une grossesse se complique, l'accouchement peut survenir prématurément. Dans ce cas, la mère et l'enfant nécessitent des soins spécifiques. Pour en bénéficier, un transfert dans une maternité plus adaptée est parfois nécessaire. Quels sont les différents types de maternité? Dans quel cas organise-t-on des transferts? Comment faire pour les vivre au mieux? C'est ce que nous allons voir avec le Dr Laurence Boujna, pédiatre en néonatologie à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et Alice, qui a donné naissance à Alexis à 7 mois de grossesse. Bienvenue à toutes les deux. Ma première question est pour vous, Alice. Suite à une grossesse avec diverses complications, votre bébé est né très prématurément en urgence et il a dû être transféré dans une autre maternité. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accouchement? Racontez-nous. Alors, le jour où Alexis est arrivé, en fait, j'étais à la maison. Il a donné un grand coup de pied et en fait, il a rompu la poche des os. Donc, on est parti avec mon mari en urgence à la clinique de la Muette où j'avais prévu d'accoucher. Et donc, au départ, je devais juste rester en observation et être transférée en fait à Necker. Et le temps qu'on appelle le SAMU pour m'emmener à Necker, qui pouvait m'accueillir, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc là-dessus, mon obstétricien est arrivé et il s'est rendu compte que en fait, le bébé présentait des signes de souffrance cardiaque qui faisaient qu'il fallait faire une césarienne en urgence et en fait, le sortir pour éviter d'autres complications. Donc ça a été la césarienne en urgence et finalement le SAMU qui était venu pour moi a été renvoyé et on a fait appel au SAMU pédiatrique pour transférer en fait Alexis donc de la clinique de la Muette maternité de niveau 1 vers Robert Debré qui était le seul hôpital à avoir de la place pour un petit préma. D'accord, donc vous êtes resté à la Muette et Alexis est parti à Robert Debré, du coup, donc avec son papa. D'accord. Parce que moi, je ne pouvais pas bouger à ce moment-là. Donc, je suis restée à la clinique de la Muette. Alban, mon mari et Alexis sont partis à Robert Debré. Et puis, donc, moi, après, j'ai fait les allers-retours en ambulance entre les deux hôpitaux pour voir mon fils. D'accord. Docteur Boujna, pourquoi on est amené à faire ce type de transfert de ce bébé dans un autre hôpital ? Alors effectivement, des transferts peuvent être envisagés pour répondre aux besoins spécifiques des mamans et des nouveau-nés. Et donc pour cela, il y a différents types de maternités dont l'offre de soins est adaptée à chaque situation. D'accord. Et ces différents types de maternités, ils sont répartis en plusieurs classes. Comment ça se passe? Absolument. Donc, il y a une organisation qui date de 1998 des décrets de périnatalité où donc les maternités sont organisées en 3 types, type 1, type 2, type 3. Et ça dépend en fait du type de nouveau-né qui peut être pris en charge dans chacune de ces maternités. Alors, les maternités de type 1, ce sont des maternités qui accueillent des nouveau-nés à terme ou très proches du terme et qui suivent les grossesses à bas risque. Ensuite, il y a les maternités de type 2. Donc, à partir du type 2, on peut prendre en charge les nouveau-nés prématurés. Les maternités de type 2 prennent en charge les nouveau-nés prématurés à partir d'environ 30... Alors, il y a deux sous-types, type 2A et 2B. Donc 2A, c'est environ à partir de 34 semaines d'aménorrhée et des poids de naissance autour de 1700 grammes. Il y a donc une unité d'hospitalisation pour les nouveau-nés prématurés, mais dans ces unités, on ne peut pas faire ce qu'on appelle d'assistance respiratoire. Et donc ça se passe dans les 2B. Exactement. Dans les maternités de type 2B, on peut prendre en charge des nouveau-nés prématurés, donc plus prématurés, qui naissent plutôt à partir de 31-32 semaines d'aménorrhée, des poids de naissance autour de 1500 grammes. Donc, dans ces unités qu'on dit du coup de soins intensifs néonatales, on peut prendre en charge certaines détresses respiratoires qui sont modérées, qui peuvent nécessiter par exemple des petites lunettes d'oxygène ou bien un masque sur le nez pour aider le bébé. Mais on ne peut pas garder un enfant qui est intubé et qui bénéficie d'une assistance respiratoire invasive. Ça se passe dans les types 3. Dans les 2B, on peut également faire une assistance nutritionnelle par voie intraveineuse. Voilà. Et puis les maternités de type 3 donc sont les maternités qui accueillent les très grands prématurés ou grands prématurés, donc avant 32 semaines d'aménorrhée, et aussi des nouveau-nés à terme qui peuvent également avoir besoin d'être pris en charge dans ces unités de réanimation néonatale. Donc là, c'est là où sont pris en charge les bébés donc, qui ont besoin d'une assistance respiratoire importante, invasive, et puis toutes les autres défaillances d'organes sévères. Donc dans ces unités de type 3, les pathologies sont plus sérieuses et les infirmières en général ont du coup moins d'enfants
à s'occuper que dans les autres centres. Et on sait quel pourcentage de bébés naissent dans chaque maternité ou est-ce qu'il y a... Alors, actuellement, en France, à peu près 80% des accouchements se passent dans les maternités de type 2 et 3. D'accord. Alice, on l'a compris, votre bébé a dû être transféré dans une maternité de niveau 3, comme vous l'avez expliqué, alors que vous aviez accouché dans une maternité de niveau 1. Oui. C'est ça. Comment vous avez vécu cette séparation quand votre mari est parti et que vous êtes restée, toute seule? En fait, ça se passe quand même très très vite. Moi, j'ai eu Alexis en fait dans les bras que quelques minutes avant qu'il parte avec son papa, dans le camion du SAMU. Et en fait, après, on se retrouve un peu toute seule. Dans une chambre en fait où on est finalement entouré de plein d'autres chambres où il y a des mamans avec leurs conjoints et leurs bébés. Donc là, c'est un sentiment en fait un peu de solitude à ce moment-là. Et donc nous, en fait, on avait fait quand même beaucoup de plans en se disant qu'on allait être tous les trois à la maternité et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc moi, j'étais à la clinique de la Muette toute seule sans mon bébé. Alban était donc avec Alexis à Robert-Debré. Et finalement, après, mon mari est rentré quand même chez lui. Donc finalement, on était à 3 endroits différents le jour de la naissance, en fin de journée. Et c'est pas du tout ce qu'on avait envisagé. Et donc le moment en fait où vous réalisez que en fait vous avez accouché, votre bébé il est plus dans votre ventre, mais en fait il n'est pas non plus dans vos bras. Vous commencez à avoir mal aussi parce que l'anesthésie se dissipe. Donc c'est pas simple du tout d'être séparés. Pour nous, c'est ce qui a été le plus difficile. Ouais. En tant que maman, j'imagine que d'être séparée, c'est vraiment de la solitude, presque du désespoir à ce moment-là. Voilà, oui, et puis en plus de savoir qu'à côté de vous, tout le monde a son bébé dans les bras, là c'est vraiment, c'est quand même très difficile. Encore plus difficile. Ouais. Est-ce que pour éviter cette séparation, il existe une solution pour anticiper si on sait que la mère et l'enfant vont avoir un problème? Est-ce qu'il existe quelque chose? Oui, absolument. Donc on peut pratiquer ce qu'on appelle un transfert in utero, c'est-à-dire le transfert d'une femme enceinte vers une autre maternité qui va être plus adaptée donc, à la prise en charge de sa situation médicale. Donc ça demande bien sûr qu'il n'y ait pas de caractère d'urgence extrême comme c'était le cas pour le bébé d'Alice. Et ce que ça veut dire également, c'est qu'on peut tout à fait, comme Alice, avoir prévu d'accoucher dans une maternité de type 1, dans une clinique, et puis au cours de la grossesse, que les choses changent et qu'on soit orienté vers une autre maternité de type 2 ou de type 3 en fonction de la situation. Et quand le transfert in utero est possible, est impossible, on peut se poser la question d'une éventuelle perte de chance pour le bébé parce qu'il naît dans une maternité de niveau 1 et après il doit partir dans une maternité de niveau 3. Est-ce qu'il y a une perte de chance pour le bébé? Alors, on vient de le voir, l'offre de soins n'est pas la même effectivement suivant ces différentes maternités. En réalité, il n'y a pas vraiment de perte de chance parce que quand un enfant doit naître rapidement, comme c'était le cas pour le bébé d'Alice, il vaut mieux effectivement le faire naître là où se trouve la maman parce que là c'est urgent et dans ce cas ce sont les équipes des maternités de type 1 en général avec l'aide des médecins du SAMU pédiatrique qui prennent en charge l'enfant à la naissance, qui initient les premiers soins de réanimation et puis qui vont après transférer le bébé dans un autre service adapté à sa situation. Et donc, ponctuellement, les équipes d'une maternité de type 1 sont tout à fait capables de prendre en charge un bébé qui vient de naître. Absolument. Et quelles sont les conditions pour bénéficier d'un transfert in utero? Donc, on vient de le voir, il y a un caractère d'urgence qui parfois donc, le contre-indique, mais donc, quand on a le temps, on essaye au maximum, bien sûr, pour éviter cette séparation, de faire ce transfert in utero. Mais l'autre condition très importante, c'est qu'il y ait de la place dans la maternité dans laquelle on veut transférer la future maman. Et quand je dis place, il y a 2 places qu'il faut obtenir. C'est une place dans le service où va être hospitalisée la femme enceinte, c'est-à-dire le service de grossesse à haut risque, et une place également dans l'unité où serait donc destiné le nouveau-né, donc soins intensifs ou réanimation. Donc c'est une vraie organisation. C'est une organisation assez compliquée. Et c'est quoi la clé pour que chaque femme et chaque enfant justement puissent bénéficier de ce type de transfert? Et donc ce problème de place est crucial. Et donc pour que ça fonctionne, il faut d'une part que les unités de réanimation de soins intensifs
accueille effectivement les nouveau-nés qui en ont réellement besoin, qui ont besoin de ce plateau technique particulier et de cette offre en termes d'infirmières. Et puis, il faut aussi que ces nouveau-nés, lorsqu'ils n'ont plus besoin d'être en réanimation, parce que heureusement, ils n'ont pas forcément besoin de faire tout leur parcours en réanimation, il faut envisager de les transférer dans d'autres unités pour pouvoir justement libérer à nouveau une place pour un futur transfert in utero ou un transfert de nouveau-né. D'accord. C'est ce qui vous est arrivé parce que vous avez vécu un deuxième transfert. Votre bébé, il a été transféré une deuxième fois. C'est ça ? Oui, tout à fait. Du coup, on a eu de la chance. Alexis est resté en fait assez peu de temps en soins intensifs à Robert Debré. Et donc, finalement, au bout de 4-5 jours, on nous a annoncé qu'en fait, on pouvait le transférer dans une maternité de niveau 2, donc à Saint-Joseph. Finalement, on a su un peu à la dernière minute, sur les coups de 19h, que le transfert était prévu. Et en l'espace de 30 minutes, le SAMU est arrivé et c'était un peu le branle-bas de combat pour transférer Alexis. Donc, donc, on était quand même un peu soulagés de se dire que en fait, on quittait les soins intensifs pour aller dans une maternité de niveau 2. Ça voulait dire que quand même Alexis allait pas si mal que ça à ce moment-là. Et donc, le SAMU pédiatrique est arrivé. On a donc mis Alexis dans une couveuse portative qui a été mise sur suspension dans le camion. Ça doit être impressionnant. Voilà. Vous l'avez accompagné ? Oui, du coup, j'étais avec lui avec le SAMU. Et donc, le SAMU a été extrêmement doux, très précautionneux pour s'en occuper. On n'a pas eu de soucis sur le trajet. Il n'y a pas eu d'actes médicaux à ce moment-là. Ça secoue. Ouais. Mais la couveuse est bien accrochée et la couveuse ne bouge pas trop. Vous êtes arrivé à bon port. Et donc on est arrivé à bon port et donc là transfert on arrive en maternité au service maternité de niveau 2 à Saint-Joseph. Là, c'est un petit peu la cohue parce qu'il y a la transmission en fait entre les équipes du SAMU, entre ce qui s'est passé à Robert Debré. Donc là, on arrive, il faut reprendre le dossier. Moi, du coup, c'était, je crois, le docteur Boujna qui voulait me voir pour savoir un petit peu quels étaient nos antécédents médicaux, comment ça s'était passé. Mon mari qui essayait de rentrer dans l'hôpital mais qui n'y arrivait pas. Voilà. Et puis en fait, après, le lendemain, il n'y avait plus de problème. C'était beaucoup plus calme. Oui, c'était un moment un petit peu intense. Moment un peu intense. Oui. Vous avez commencé à nous l'expliquer, docteur Boujna, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail pourquoi on peut avoir recours à ce type de transfert ? C'est parce que l'enfant grandit qu'on peut le transférer, c'est ça ? Oui, alors effectivement, les séjours en réanimation et en néonatologie sont très longs pour ces petits bébés et pour leurs parents. Donc, par exemple, un nouveau-né qui naît à 28 semaines d'aménorrhée, très grand prématuré, va avoir besoin d'être hospitalisé à environ jusqu'à 37 semaines d'aménorrhée. Oui, donc ça fait une longue hospitalisation. Voilà, ce sont des longues hospitalisations et en réalité, effectivement, à 28 semaines d'aménorrhée, on a besoin d'être hospitalisé en réanimation. Mais lorsqu'on est 3 semaines ou 4 semaines se sont passées, le nouveau-né a un âge corrigé, on dit de 32 semaines d'aménorrhée, et donc ce n'est plus un grand prématuré. Et en réalité, le niveau de soins dont l'enfant a besoin dépend plus de son âge corrigé que de son terme de naissance. Et donc c'est à partir de ce moment-là, effectivement, ça dépend des enfants, qu'on peut envisager de le transférer dans une autre unité, qui sera plus adapté à ces nouveaux besoins et encore une fois avec ce souci bien sûr toujours de pouvoir offrir une chance et une place à d'autres futurs parents. Alice, comment vous avez vécu le transfert de votre bébé d'un service de réanimation à un service de soins intensifs ? Est-ce que ça vous a perturbé ce transfert d'Alexis ? Alors, en fait, on est passé d'un environnement en fait, qui était très médicalisé, où on était en chambre individuelle et puis vraiment très stressé aussi à ce moment-là, parce que c'était inconnu pour nous, à du coup, en fait, Saint-Joseph, où c'était un peu plus calme, un peu plus fluide, où on se sentait un peu moins enfermé quand même dans une chambre d'hôpital, même si du coup on était avec d'autres familles dans la chambre. Et c'est vrai que finalement ça nous a permis aussi, en étant en niveau 2, de devenir aussi parents
parce qu'on D'accord. avait plus la possibilité en fait de s'occuper d'Alexis. On nous a dit, mais en fait voilà, vous pouvez, on nous a montré comment débrancher en fait les moniteurs, les rebrancher pour pouvoir prendre Alexis en fait quand on le souhaitait. Et on a été encadré pour vraiment devenir parent à part entière et plus seulement spectateur des soins. Vous sentiez plus de place pour devenir parent dans un univers un peu Voilà. moins médicalisé. C'est ça, tout à fait. Et du coup, est-ce que vous avez regretté, parce que j'imagine que les premières infirmières qui s'occupent de votre enfant, c'est important, est-ce que ça a été difficile de quitter le personnel soignant? Alors oui, parce que même si ça a été très court pour nous à Robert Debré, finalement, on s'attache toujours aux personnes qui passent beaucoup de temps avec notre bébé. Et après, on a trouvé quand même une équipe super à Saint-Joseph. Et on s'est beaucoup attaché aussi à cette équipe-là. Et le fait parce que Robert Debré, c'était très loin de chez vous, Oui, c'est ça? Robert Debré, c'était l'autre bout du monde par rapport à notre domicile. Et donc pour nous, en fait, aussi de passer du coup en niveau 2, on s'est rapproché de chez nous. Et ça nous a permis en fait de vraiment passer beaucoup plus de temps en fait tous ensemble. Donc mon mari, Alexis et moi. Alors que quand on était à Robert Debré, mon mari partait très tôt le matin pour y être aux aurores. Moi, j'arrivais en ambulance en fin de matinée, on passait quelques heures ensemble, après mon mari rentrait et moi je finissais la journée avec Alexis. Et là, d'être à Saint-Joseph, juste à côté de chez nous, on a pu avoir notre vraie vie de famille à 3 qui a commencé, même si c'était à l'hôpital. On entendait Alice qui disait qu'elle était en chambre multiple, c'est ça, à Saint-Joseph. Je crois que ça a changé un petit peu, ça maintenant? Absolument, j'en profite pour le dire, oui, effectivement, pour pouvoir offrir justement cet espace un peu d'intimité aux familles. On a eu la chance de pouvoir avoir des travaux de rénovation dans notre unité et on a maintenant un certain nombre de chambres seules pour accueillir les bébés et leurs parents. On a entendu pour Alice, le transfert, il a été finalement plutôt bien vécu parce que ça les a rapprochés de leur bébé. Mais on sent quand même, ce que vous avez dit tout à l'heure, que le côté un peu soudain du transfert, c'était un peu déstabilisant. C'est quelque chose qui est commun à beaucoup de parents, ça? Oui, malheureusement, ça se passe toujours un petit peu comme ça, même si on travaille beaucoup sur le sujet. On essaie vraiment de tout faire pour que les parents ne vivent pas ça comme quelque chose de trop soudain. Donc on essaye au maximum d'anticiper. C'est vraiment la clé pour essayer de faire diminuer ce stress lié au transfert. Donc on prévient les parents, surtout dans les unités de réanimation, que leur bébé ne fera probablement pas tout leur séjour là-bas pour les raisons qu'on a évoquées. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas prévoir la date du transfert parce qu'on ne sait pas à quel moment cette place va être libérée. Et donc, en fait, c'est au jour le jour. Tous les jours, les différents services de néonatologie, de réanimation se contactent pour savoir s'il y a une place disponible en fonction de l'état de santé des bébés. Et donc, finalement, le jour J, on ne le connaît que ce jour-là. Et donc, c'est vrai qu'on a beau essayer de préparer, d'anticiper au maximum cette étape, elle est souvent vécue comme assez soudaine par les parents. Et le fait aussi de changer d'hôpital, on change d'équipe soignante, ça perturbe aussi les parents? Oui, effectivement, comme l'a dit Alice, qui pourtant finalement n'a pas passé un très long moment à Robert Debré. C'est vrai que le service initial, il a une valeur sentimentale importante pour les parents parce que c'est quand même l'équipe qui a permis la survie de l'enfant à la naissance, donc c'est très important. Les parents sont très déstabilisés par cette naissance, essayent de commencer à avoir des petits repères dans le premier service et effectivement il faut changer. Donc c'est difficile, on le sait. Ils arrivent dans un nouveau service avec du nouveau personnel qui a peut-être parfois des habitudes un peu différentes. Donc c'est déstabilisant, il y a une vraie perte de repères pour les parents, mais très souvent on constate que ça ne dure pas si longtemps que ça. Et que même pour ceux qui ont vécu les choses vraiment difficilement, finalement après quelques jours, le stress diminue, les parents commencent à reprendre de nouvelles habitudes. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que même si les habitudes changent un peu d'un service à l'autre, ça n'entrave pas du tout la qualité des soins. Et puis, comme je l'avais évoqué, les besoins des enfants, de toute façon, vont changer également. Donc, de toute façon, les soins également vont changer au fil des semaines qui passent et que l'enfant grandit. Et ce que disait Alice tout à l'heure aussi, c'est que quand vous avez changé de service, ça vous a permis vraiment d'investir votre parentalité encore plus, en fait. Oui, tout à fait, avec du coup des infirmières qui étaient là pour nous montrer en fait une première fois les soins, et puis après c'était à nous de faire si on s'en sentait, si on le voulait.
Ça a été important pour trouver un peu pour votre prendre un phase peu ses marques, oui, Ouais. parce que du coup, on vit un petit peu cette naissance, on la vit un petit peu sous un autre angle que celle qu'on avait envisagée. Et finalement, ça nous permet un peu de nous approprier, voilà, même si ce n'est pas dans la chambre d'enfant qu'on avait prévu, voilà, pas dans l'environnement initialement prévu, c'est vrai que ça permet voilà, de se sentir vraiment parent et de commencer la vie de famille. Quel conseil vous donneriez aux parents qui doivent vivre les transferts que vous avez vécus? Qu'est-ce que vous leur diriez? Nous, on est allé voir en fait la psychologue en fait du service. Ça nous a permis un peu de parler aussi avec quelqu'un qui est extérieur en fait à la famille, aux amis, qui a un regard qui est complètement neutre en fait sur ce qui nous est arrivé. Nous, on a mis le doigt sur le fait que ce qui a été le plus dur finalement pour nous, ça a été cette première séparation, le moment où on a été éclatés alors que en fait on pensait être tous ensemble le jour de la naissance et que finalement tous ensemble on l'a été mais que pendant 5 minutes. Ouais. Voilà. Donc pour nous c'est vraiment ça qui a été le plus dur on va dire sur la partie transfert et sur la partie vraiment prématurité de notre enfant et que finalement ça fait du bien de parler aussi avec quelqu'un qui est là pour vous écouter et puis pour vous aiguiller un petit peu sur la façon dont vous avez vécu cette période. Et puis, il faut quand même admettre que en fait, les soignants, si jamais il y a le moindre souci avec votre enfant, en fait, ils ne le laisseront pas partir. Oui. Voilà, l'enfant, il ne sera jamais transféré si, s'ils ont le moindre doute. D'ailleurs, nous, on voit même pour la sortie après de néonat, c'est toujours reporté parce qu'il y a un petit doute, ce genre de choses. C'est le jour en fait, où ils décident de vous transférer d'un niveau 3 à un niveau 2. Bon, c'est que vraiment votre enfant, il est prêt. Ça vous confirmez, c'est vrai que vous prenez beaucoup de... D'accord. Je vous remercie beaucoup, Alice, pour votre témoignage. Maintenant, c'est place à toutes vos questions, aux questions des internautes. Dr Boujna, la première question, c'est est-ce que c'est perturbant pour un enfant de quitter le cadre qu'il a connu depuis sa naissance lors d'un transfert? Alors, oui, il peut y avoir une petite phase de déstabilisation, et pour les parents et pour le nouveau-né. Mais en général, comme on l'a dit pour les parents, ça dure très peu de temps, et en général, le nouveau-né s'en remet très bien. Et on va prendre une deuxième question. Pourquoi les enfants prématurés ne peuvent-ils pas rester dans le même service de néonatologie jusqu'au retour à domicile? Vous y aviez déjà un petit peu répondu. Oui, c'est toujours le même problème, c'est que c'est long. C'est long, c'est des séjours qui sont très longs et notamment pour les maternités de type 3, si on veut pouvoir offrir la même qualité de soins à tous les nouveau-nés grands prématurés qui naissent, il faut absolument pouvoir faire de la place également pour de futurs enfants à naître. Et si on doit être transféré dans une maternité de type 3, si on le sait, est-ce que les parents ont le choix de la maternité? Pas tout à fait. Il y a toujours ce problème de place, contre lequel on ne peut pas grand-chose. Alors, on essaye quand même autant que faire se peut de transférer vers un centre qui va être le moins loin possible du domicile des parents. Donc oui, on tient compte bien sûr du domicile, mais après, c'est vraiment une question de place et puis surtout de trouver le centre dont l'offre de soins est adaptée à la situation médicale, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des cas où le bébé reste en maternité de type 3 tout au long de son parcours, nous demande un internaute? Alors oui, ça arrive, notamment quand son état de santé nécessite effectivement de rester dans une structure telle que les maternités de type 3. Mais ça reste une minorité d'enfants par rapport à tous ceux qui sont pris en charge en type 3 à la naissance. D'accord. On a une autre question. Si on me transfère avant d'accoucher, est-ce que toutes les informations suivent bien au moment du transfert? Absolument. Il y a toujours un compte-rendu d'hospitalisation très détaillé qui est écrit par la maternité qui adresse vers la maternité qui reçoit. Donc, et puis, c'est vraiment des informations qu'on a l'habitude de se transmettre. Il y a une très bonne communication
entre les maternités. Oui. D'accord. Est-ce qu'on a une autre question? Je crois qu'on a donné toutes les questions. Donc je vais vous remercier. Merci beaucoup, Alice, pour votre présentation. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Une fois l'enfant prématuré hospitalisé dans le service de réanéonatologie, trouver sa place de parent pendant le parcours de son nouveau-né n'est pas toujours facile. Nous en parlons tout de suite.